Merci Emma, merci Mathieu et puis merci à tous d'être là. Très contente d'accueillir Emma et Mathieu pour la présentation qui va suivre. Très rapidement sur Centrale Transition, c'est un réseau d'alumni et d'étudiants à la base autour des écoles centrales, les 5 écoles centrales, mais un réseau qui accueille aussi d'autres personnes qui ne sont pas issues des écoles centrales, peu importe votre background, avec pour objectif en fait de regrouper les gens qui sont des professionnels et étudiants intéressés ou engagés dans la transition. Donc on a des profils de gens très engagés comme Emma par exemple, et puis d'autres personnes qui découvrent un petit peu problème climatique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a un large spectre. On a pour objectif, il y a 5 objectifs. Premièrement, rassembler, donc que les gens puissent se rencontrer les uns les autres. Deuxièmement, soutenir pour aider les gens, les membres à avoir plus d'impact au niveau de leur organisation professionnelle ou personnellement. Enrichir, donc on fait des conférences pour instruire un petit peu, partager les connaissances. On fait aussi pas mal des happy hours ou des différents événements pour connecter les gens les uns les autres. Quatrième objectif, échanger. Donc, on a organisé des débats autour de thèmes qui intéressaient les membres. Et puis, enfin, encourager à l'action pour faire le pas. Et cette conférence ce soir rentre pile dans ce thème-là. Vous pouvez suivre les événements, l'activité, surtout sur LinkedIn. On a aussi un site internet. Je vous enverrai les liens dans le chat juste après. Et on accueille tout le monde et au niveau de l'organisation, c'est extrêmement agile. En fait, les événements sont organisés par les gens qui veulent les organiser. Donc, vous avez l'implication que vous voulez avoir dans le groupe. Donc, si vous voulez organiser des événements, à l'image d'Emma qui l'a fait pour la conférence de ce soir, il suffit de m'envoyer un message en disant « Ah, j'aimerais bien organiser ça sur tel thème ». Et puis, je peux vous mettre en contact avec d'autres gens qui ont aussi envie d'organiser sur quel thème et pour faire arriver l'événement. Et dernière chose, on est en train aussi de préparer un événement avec Centrale Conseil et autour de la transition, écologie, climat et le conseil, les métiers du conseil. Donc, s'il y en a que ça intéresse de participer à cette organisation de cet événement, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, sur ce, je vous laisse en bonne compagnie avec Emma et Mathieu pour la suite de cette conférence. On a 1h30 de présentation et après, questions-réponses à la fin de 20h30 à 21h. Oui, merci Julie pour cette introduction. Eh bien, c'est parti, sans grande transition. Donc, cette conférence s'intitule « Explorer mon pouvoir d'agir en tant qu'ingénieur de la transformation écologique ». Alors, déjà, peut-être pour estimer si vous êtes au bon endroit ce soir, quelques questions que je vous invite à vous poser à vous-même. La première, c'est est-ce que tu attends impatiemment le week-end quand tu es au travail ou en cours, si vous êtes encore en études? Est-ce qu'il t'arrive de ne pas te sentir légitime pour agir ou est-ce que tu aimerais agir encore mieux? Ou encore, est-ce que tu te sens souvent découragé ou impuissante dans ta vie citoyenne et professionnelle? Et enfin, est-ce que tu t'es déjà dit que ton travail ou tes études n'avaient pas de sens? Vous l'avez compris, si vous répondez oui à une de ces questions, c'est qu'a priori, enfin, nous, c'est notre espoir, vous devriez trouver quelques petits éléments pour soutenir votre quête de sens et de pouvoir d'agir. Et puis, si vous avez répondu à non à toutes ces questions, c'est que déjà, vous êtes sur un sacré chemin. Et du coup, la dernière question pour vous, ce serait plutôt, est-ce que tu peines à transmettre les ingrédients qui fonctionnent pour toi aux autres? Et peut-être que ce sera la paire de lunettes à prendre pour regarder cette présentation. Comment d'autres personnes, en l'occurrence là, nous, on peut parler du pouvoir d'agir et qu'est-ce que tu peux prendre avec toi pour mieux motiver aussi d'autres personnes à tes côtés. Voilà, donc j'espère que vous êtes toutes et tous au bon endroit, qu'on ne perd personne à ce niveau-là. Juste avant qu'on commence vraiment, 2-3 petits trucs. Si à un moment, notre son bug ou il y a un problème avec le partage d'écran et tout, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous l'écrivez dans le chat et qu'on ne réagit pas, juste allumez votre micro et dites-le parce que nous, on est dans le truc et on ne va pas forcément tout le temps pouvoir checker les messages. Donc, n'hésitez pas à juste le dire, quoi. Et deuxième chose, pour ceux qui viennent d'arriver, on enregistre. Donc, voilà, vous pouvez mettre votre caméra ou ne pas mettre votre caméra en conscience. Nous, on est très contents de pouvoir voir vos petites têtes.
Et dans la conférence, on va essayer de mettre un peu de participatif. Donc, il y a des moments où vous allez pouvoir interagir. Et il va y avoir quelques petits temps aussi en sous-groupe. Donc, voilà, on voulait juste vous prévenir. Et donc, pour commencer, on va juste se présenter avec Mathieu pour que voilà, vous sachiez qui on est et d'où on parle. Donc, moi, c'est Emma, j'ai fait Centrale Nantes. Je suis tout juste diplômée, enfin là, j'ai été diplômée il y a cette année, quoi. Et aujourd'hui, je travaille à Blue Choice. Donc, Blue Choice, c'est l'entreprise de Cédric Riegenbach, le fondateur de la Fresque du Climat. Donc, vous connaissez peut-être la Fresque du Climat si vous êtes là. C'est un atelier de sensibilisation sur les enjeux climat. Et donc, à Blue Choice, moi, ce que je fais, c'est animer particulièrement cet atelier en entreprise. Donc, vraiment, en fait, ce qu'on fait à Blue Choice, c'est de la sensibilisation et du conseil sur les enjeux du dérèglement climatique dans des plutôt très grandes entreprises. Donc, ça, c'est mon métier aujourd'hui. Mais sinon, pendant ma césure, j'ai fait beaucoup d'engagements associatifs. Et notamment, j'ai cofondé Fertile, dont on va vous parler juste après avec Mathieu. Je laisse la parole à Mathieu. Ok, ben moi je vais enchaîner aussi très brièvement. Moi je suis ingénieur de formation, je suis diplômé de l'ENSECUB en 2015. C'est à Grenoble, une école sur l'énergie assez généraliste. Et puis moi j'ai une expérience plutôt dans le cabinet de conseil, dans le conseil pendant 4 ans. Et puis ensuite j'ai exploré, durant 1 an, différentes façons de m'engager. Et de le faire pleinement et puis aussi radicalement, c'est-à-dire d'aller chercher un petit peu les causes racines qui font qu'aujourd'hui, on vit ces crises écologiques, donc notamment à la bascule. Et aujourd'hui, je travaille à Fertile, où j'anime différents parcours immersifs à destination donc, des personnes en quête de sens et d'impact dans leur vie professionnelle et personnelle. Alors justement, quelques mots sur Fertile. Donc nous, on définit Fertile comme une école itinérante sur la coopération et l'engagement au service des transitions écologiques, sociales et démocratiques. Globalement, l'équipe, on est assez mobile et on organise différents types de parcours. On en a 5. C'est la slide suivante, où on a un parcours, on a des parcours vraiment focus sur la coopération, notamment un parcours qui s'appelle la PACO. On a des formats beaucoup plus longs qui sont sur 6 à 7 semaines en immersion dans des écolieux, toujours en groupe pour pratiquer aussi l'intelligence collective pour apprendre. Et puis, on a un parcours aussi que sur la facilitation, donc ce qui consiste à animer des sessions de travail, des événements en intelligence collective. Et puis, on a aussi une formation sur la facilitation graphique. Et enfin, on a le PAF. Et juste avant de passer la parole pour vous décrire plus précisément ce que c'est le PAF, je voulais vous lire notre raison d'être à Fertile, qui est d'encapaciter un maximum de futurs acteurs, actrices du changement écologique, démocratique et social à coopérer, s'engager et vivre autrement. Et la phrase qui suit est très importante à nos yeux. Un autrement qui vise la résilience, l'impact et le sens et le respect du vivant, et surtout un autrement dont la définition et la mise en œuvre est propre à chacun, chacune. Voilà, donc constamment dans nos parcours, notre but, c'est de viser l'émancipation et l'autonomisation des personnes. Ce n'est pas de leur donner des réponses toutes faites, mais au contraire de créer les espaces les plus féconds possibles pour que les personnes puissent y trouver leurs réponses. Voilà, et on va peut-être plus vous décrire le parcours d'Avenir Fertile, le PAF, puisque ça va vous donner plus d'informations aussi de là où on parle et de là où on va vous parler, nous, du pouvoir d'agir. Donc, juste pour compléter ce qu'il disait en disant qu'on essaie de donner le moins possible des réponses toutes faites, là, on va essayer le plus possible de ne pas vous donner des réponses toutes faites, mais c'est un petit peu dur quand même dans un format conférence d'1h30. Donc voilà, on va essayer d'incarner autant qu'on peut la pédagogie qu'on essaie d'avoir à Fertile, mais ce qui ne va pas forcément être facile dans une conférence. Donc, on va faire au mieux par rapport à ça. On va essayer de pas juste vous apporter les choses comme ça, mais voilà, ce n'est qu'un petit condensé. Et donc, justement, en fait, Mathieu parlait du parcours d'Avenir Fertile. Donc, en fait, tous les apports là qu'on va vous faire dans cette conférence, c'est un peu un condensé de ce qui se passe dans le parcours d'Avenir Fertile, qui est justement en fait un parcours qui est à destination des étudiants et jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs. On vise à l'élargir plus loin qu'ingénieur, mais pour l'instant,
puisque nous, on est tous issus d'écoles d'ingénieurs dans l'équipe de ce parcours-là. On a décidé d'abord de focaliser sur les écoles d'ingénieurs. Et donc, dans ce parcours, l'idée, c'est de répondre en fait aux besoins qu'on a pu identifier chez pas mal d'étudiants et jeunes diplômés qu'on côtoyait, pas mal d'amis finalement, de d'abord se former aux enjeux écologiques, donc à la fois sur le côté climat et biodiversité, et appréhender qu'il y a plein d'autres limites planétaires, mais aussi et surtout découvrir qu'il y a plein de filières d'avenir pour s'engager en tant qu'ingénieur. Et qu'en fait, voilà, on n'est pas juste bloqué dans une voie toute tracée à la sortie d'école, et donc de découvrir un peu toutes ces filières et toutes les choses qu'on peut faire en tant qu'ingénieur, et aussi de dépasser ces freins. Quels sont en fait les freins qui m'empêchent d'agir? Et en fait, tout ça, ça se fait en expérimentant l'intelligence collective et la vie en collectif dans un écolieu. On apporte beaucoup d'importance à ça, donc que nos parcours se passent dans des écolieux qui sont des lieux qui incarnent les transitions qu'on prône. Et donc, finalement, dans ces parcours-là, il y a un petit côté aventure et expérience de vie, finalement, puisque ça se passe dans un écolieu, que les participants dorment sur le même lieu, etc. Voilà pour le parcours. Et donc, c'est de là que sont issues la plupart des choses qu'on va vous apporter ici. Et avant d'aller plus loin, il nous semble aussi important de poser, là, d'apporter quelques petits principes pour la suite de cette présentation, pour que ça se passe au mieux. La première chose que je voudrais apporter, c'est la notion d'esprit critique. Tout ce qu'on va vous partager là, c'est notre vérité aujourd'hui. Il ne s'agit absolument pas de la vérité absolue, ni d'une vérité d'ailleurs qui est issue d'une méthodologie scientifique qui serait consolidée avec des échantillons statistiques, etc. C'est plutôt en fait nous, ce qu'on va vous apporter, c'est ce qu'on retire de nos propres vies, des personnes qu'on a rencontrées, et aussi et surtout du travail qu'on a fait et qu'on a réalisé pour soutenir la mise en mouvement des personnes qui viennent participer à nos parcours, notamment avec le PAF. Voilà, mais donc, sur cette présentation, on va aussi beaucoup utiliser des exemples de nos propres vies. Ce n'est pas par prétention, ce n'est pas par plaisir de raconter nos vies, mais c'est juste déjà parce que c'est les choses qu'on connaît le mieux. Donc, et d'ailleurs, c'est probable que vous, au fil des slides ou des discussions qu'on peut aborder, des points qu'on va aborder, vous aurez peut-être des meilleurs exemples même que nous à partager, ou vous aurez peut-être aussi d'autres choses à partager en fait sur cette notion de pouvoir d'agir, puisque ça a comme particularité, comme sujet, c'est que tout le monde a de l'expertise d'usage face à ça. Puisque tout le monde se retrouve dans des situations où j'ai le choix entre agir, subir, etc. Donc voilà, gardez votre esprit critique, filtrez avec ce qui fait sens pour vous, en conscience que voilà, ça nous appartient. Un deuxième élément du cadre important pour nous, c'est la co-responsabilité. Notamment la co-responsabilité par rapport au fait que cette conférence se passe bien. Nous, on va faire de notre mieux pour que ce temps soit le plus riche possible pour vous, mais on pense qu'il y a aussi des choses qui sont dans vos mains, donc on vous invite juste à être le plus possible, vous aussi, acteur de ce temps. Et donc, pour être acteur de ce temps, pour nous, ça ne veut pas forcément dire interagir, etc. Ça peut juste vouloir dire prendre des notes si vous, c'est la chose qui vous aide à être présent, mettre votre téléphone de côté si c'est la chose qui vous aide à être présent. Voilà. Et enfin, dernier petit principe, la bienveillance, qui est un grand mot qui peut dire tout et son contraire. Pour nous, c'est déjà bienveillance avec les autres sur leur partage, notamment peut-être éventuellement sur les temps en sous-groupe, sur là où chacun peut et chacune peut en être, mais bienveillance aussi avec vous-même. Là, on va parler de passer à l'action, quelles sont les clés, et chacun en est à des étapes potentiellement différentes de sa vie. Et le but, c'est de ne pas trop se juger soi-même trop durement sur tel ou tel élément. Voilà, soyez bienveillant avec vous-même. Soyez bienveillant aussi avec vous-même dans votre envie ou pas de participer sur les quelques temps de sous-groupe qu'on va vous proposer. Et puis, essayez d'être bienveillant aussi avec nous-mêmes
Cette conférence à distance, c'est un peu une grande première pour nous. Donc, on va faire de notre mieux, mais peut-être que ça ne va pas être aussi fluide qu'espéré, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est ces 3 principes avec lesquels je nous invite à vivre cette conférence en gardant ça un petit peu en tête. Du coup, pour enchaîner un peu sur cette notion de co-responsabilité, on vous invite à partager dans le chat vos intentions par rapport à ce temps-là. Donc, un premier point en imaginant que vous complétez la phrase « Je serai heureux, heureuse à la fin de ce temps si… » 3 petits points. Donc, vous pouvez écrire avec un petit 1 la suite de la phrase et ensuite avec un petit 2 et pas avec un deuxième petit 1 comme c'est sur le slide. Désolée pour ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour que ce temps soit riche pour vous? Donc, on vous invite à partager dans le chat vos réponses au point 1 et 2. N'hésitez pas aussi à prendre 10 secondes pour juste réfléchir. Ne vous jetez pas sur vos claviers non plus. Ok, donc on a au moins une personne qui vient avec une intention d'apprentissage très large. Ok, je vois aussi passer une intention de partager des points de vue. Ça me permet de dire qu'il y aura un grand espace pour les questions, mais qui sera surtout tout à la fin pour vraiment échanger. N'hésitez pas aussi, pour celles et ceux qui auraient des partages à faire, ou en tout cas des questions, à les noter pour vous en souvenir à la fin. Ouais, c'est super riche. Merci d'être actif sur le chat. Ok, Emma, je te propose d'enchaîner. Ouais. Alors, du coup, ça, c'est un petit exemple pour vous montrer le pouvoir, pour nous en tout cas, de l'intention, donc de raisonner et d'agir avec intention. Et pour moi, c'est une première clé, en fait, pour donner du sens à mon action, de me demander, OK, en fait, quand je fais ça, c'est quoi mon intention? C'est quoi mon objectif ou pourquoi, en fait, je fais ça? Et là, c'est pour un truc tout bête, hein, qu'on vous propose de le faire, une conférence. Mais en fait, moi, maintenant, c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer un peu tout le temps, finalement, dans ma vie. Ça peut être, par exemple, quand je vais à une réunion, OK, là, c'est quoi mon intention dans le fait d'organiser cette réunion, dans le fait de faire ce temps? C'est quoi mon intention dans le fait de faire le travail que je fais en ce moment? Ou c'est quoi mon intention dans le fait de faire tel ou tel projet? Et pourquoi pas, en fait, même l'appliquer à des périodes de ma vie. En fait, quelles intentions je veux poser sur ces 2 prochaines années. Donc voilà, c'est juste pour vous introduire cette notion et voilà, vous inviter à cheminer par rapport à ça. On aura le temps d'en reparler par la suite. Ok. Alors, maintenant, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui l'ont fait. À ce moment-là, je vous invite à pas trop influencer les autres. Là, je vous propose une petite expérience. Je vous invite toutes et tous à mettre la main en haut. Voilà, alors je regarde un petit peu. Ok, est-ce que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas lever la main plus haut? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous ne pouvez pas lever la main plus haut là? Là, ici, maintenant, où vous êtes?
est-ce que vous avez tout exploré là pour lever la main encore plus haut? Ok, j'en vois qui se lèvent. Ok, super. Super. Je pense, je pourrais vous poser la question encore 3 ou 4 fois et vous trouveriez des moyens de mettre la main encore plus haut. Ben, merci en tout cas d'avoir joué ce petit jeu. Ben, tout simplement, là, ce que vous venez d'expérimenter avec votre main, pour nous, c'est une métaphore du pouvoir d'agir. Et donc, c'est un peu la première étape dont on va vous parler. Ce que vous venez de vivre, vous venez de prendre conscience que lorsque je vous donne la possibilité de lever la main, bah déjà, vous avez le choix de le faire ou pas. Et puis surtout, vous pouvez la lever plus ou moins haut. Et parfois, vous avez même besoin d'une personne, ici en l'occurrence moi, qui vous invite à la lever encore plus haut, qui vous invite à oser entreprendre une action encore plus ambitieuse. Eh ben, imaginez qu'à la place de cette consigne où je vous dis lever la main haut, cela soit fais ce qui te semble juste pour changer une situation. Et là, vous avez, pour nous en tout cas, une bonne illustration de ce qu'on va parler en tant que pouvoir d'agir. Un autre exemple peut-être un peu plus concret que j'utilise souvent, c'est mettez-vous à la place d'un ou une étudiante qui arrive en école d'ingénieur et on lui dit dans vos études, il faudra être acteur de votre formation. Ok, il y a des étudiants qui vont peut-être pas choisir de l'être ou qui vont plutôt subir les cours sans vraiment avoir conscience qu'ils peuvent être acteurs sans tenter grand-chose. Et puis à l'inverse, il y en a d'autres. Je pense à Simon qui est là, mais j'ai vu aussi Rémi ou Hugo à Centrale Nantes, qui finalement, ils vont finir en 3e année à carrément co-construire avec leurs profs la refonte d'un cours sur les matériaux pour qu'ils soient plus en lien avec les enjeux écologiques. Et où ils ont été acteurs en fait, d'une situation qui voulait changer, qui les révoltait. Mais en fait, au début, il n'y a personne qui leur avait dit que c'était possible de faire ça. Personne ne me dit, quand j'arrive en école d'ingénieur, moi, à la fin, en 3e année, je pourrais peut-être participer à reconstruire les modules qui ne me semblent pas à la hauteur des enjeux. Et c'est comme là, si en fait, vous avez eu personne pour vous dire, est-ce que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas lever la main plus haut? Donc, c'est un peu de ça dont on va parler. Et avec cette expérience-là, on va prendre juste un petit moment pour mettre des mots sur cette notion que nous, on appelle pouvoir d'agir à Fertile. Alors, il y a bien d'autres personnes qui utilisent ce mot. Et déjà, pourquoi on prend le temps ici de définir ça? J'aime beaucoup cette citation de Bergson qui nous dit « Nommer, c'est permettre l'existence de ». Donc, justement, on va essayer de travailler à nommer ça. Pour moi, le pouvoir d'agir, il définit notre capacité à se mettre en mouvement pour influencer une situation vers plus de justesse. Pour moi, la justesse, c'est quelque chose qui m'est propre. Et cela en faisant de mon mieux avec ce que j'ai dans mes mains. Voilà pour nous la définition du pouvoir d'agir avec laquelle on va travailler sur la suite de cette présentation. Et donc, le pouvoir d'agir, c'est quelque chose qui se conscientise. C'est quelque chose qui se crée, qui s'explore, qui se développe. Voilà, je prends conscience que j'ai une main, que je peux la lever, mais peut-être que je peux explorer, la lever encore plus haut. Et puis surtout, c'est quelque chose que j'exerce. À un moment, je me lève de ma chaise, je passe à l'action. Et oui, Emma, tu peux passer à la slide suivante, je pense. Et en fait, ça s'exerce dans une direction qui est donnée. Ouais, Emma, tu peux passer. Ouais, c'est bon. Et donc, un pouvoir d'agir, en fait, je vais le mettre au service de quelque chose quand je vais l'exercer. Et cette direction-là, elle est plus ou moins consciente. Et elle va être basée sur ce qui me paraît juste. Donc, ça veut dire en fonction de mes expériences, mes connaissances, mais aussi ce que j'ignore. Et en fait, c'est un cap qui, plus je mets de la conscience dessus, en tout cas, moi, c'est ma croyance, plus je mets de la conscience sur le fait que j'ai un pouvoir d'agir et que je le mets au service de quelque chose qui est plus ou moins conscient, plus je peux agir dessus. Voilà, grosso modo, ce que nous, on appelle pouvoir d'agir. Et là, le prochain exercice, l'idée, c'est de vous mettre en sous-groupe et de répondre à ces 2 questions.
La première, c'est pour vous, quand il s'agit d'entreprendre une action, de passer à l'action, qu'est-ce qui vous freine? Essayez de vous connecter à des exemples un peu concrets. Et je vous inviterai en fait dans votre sous-groupe à faire un premier tour, un tour de table. Vous n'êtes pas obligé de partager. Vous pouvez aussi laisser votre caméra éteinte si vous n'êtes pas dans les conditions de partager, peu importe. Et puis, je vous invite aussi après à un deuxième tour où vous partagez un exemple d'un moment où vous avez osé agir, osé un petit peu entreprendre, passer à l'action. Et l'idée, c'est un peu à voir, vous aurez entre 6 et 8 minutes. Voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur du timing. Bon, j'espère que ça n'a pas été traumatisant de devoir parler, alors peut-être que vous vous attendiez à juste tranquillement depuis votre lit, en pyjama peut-être, de suivre cette conférence. Quelle violence, on a quand même eu un en vélo, nous, c'est pas mal. Hein. Bon, je crois qu'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas eu le temps de trop partager. Si c'est le cas, c'est dur à estimer. N'hésitez pas à nous dire si c'était trop court. Ça nous permet d'ajuster. Voilà. Progressons en avançant. C'est un peu la première fois qu'on fait ce format. Donc, peut-être que la prochaine fois, on saura qu'il faut plutôt 10 minutes que 7 ou 8 minutes. Nous, on avait fini plutôt en avance. OK. Eh bien, j'enchaîne. Alors, l'idée, là, c'est d'abord de vous donner quelques notions par rapport à ce qui peut freiner dans l'exercice de son pouvoir d'agir ou même dans la prise de conscience. Là, on est encore dans l'étape comment je peux prendre conscience que j'ai un pouvoir d'agir. Du coup, je vais vous parler un petit peu d'une notion qui s'appelle l'impuissance acquise. Et pour ça, rien de mieux qu'un exemple que je tire de Benoît Roland de Ravel, qui a cofondé la fresque des nouveaux récits. Ce qu'il raconte, lui, c'est que les éleveurs d'éléphants en Inde et au Pakistan, comment ils font? En fait, ils mettent une corde autour du cou de l'éléphanteau et ils l'accrochent donc un arbre, à un mur. Et en fait, l'éléphanteau, au début, il n'a pas la capacité physique de briser la corde. Donc, très vite, il arrête d'essayer d'aller plus loin que ce que la corde lui permet. Ou on pourrait appeler ça une laisse, quoi. Et en fait, l'éléphant, il grandit au fur et à mesure et au bout d'un moment, il a tout à fait la capacité physique, s'il le décidait, d'aller là où il veut et de briser la corde n'importe quand. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, il a acquis de l'impuissance par rapport à cette corde qu'il accroche. Et il essaye même plus, finalement, de briser la corde au bout d'un moment. Et ça, c'est une notion d'impuissance acquise que moi, je vous invite à garder ça en tête, ou un petit peu comme si, il y a 5 ans, par exemple, j'avais tenté, je ne sais pas, de monter une association sur le zéro déchet dans mon village et ça n'a absolument pas marché, je me suis fait insulter, etc. Ben, peut-être que je vais acquérir que ça ne sert à rien d'agir à l'échelle collective, que ça ne sert à rien de faire plein de choses. Or, le contexte, il évolue tout le temps, il est différent. Et donc, peut-être que en tout cas, avoir la conscience sur à quel point aujourd'hui, si je suis dans l'immobilisme ou si je me dis ça ne sert à rien de faire ça, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai un petit peu acquis de l'impuissance? C'est parfois aussi valable quand on va en entreprise ou quand on, par exemple, sensibilise des salariés à la fresque du climat ou à la fin, quand on leur fait demander les actions qu'ils pourraient entreprendre, ils pensent surtout à comment je pourrais venir dans l'entreprise, mais pas vraiment à est-ce que je peux aller discuter et voir comment je peux influencer la manière dont l'entreprise fait son business, par exemple, parce que j'ai appris depuis de longues années que ça, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas à moi de me mêler de ça. Moi, ce n'est pas mes tâches d'employé. Voilà, donc petite notion à garder en tête sur ce qui peut freiner dans l'action. Deuxième notion par rapport à ça, le triangle de l'inaction, que s'il y a des fresqueurs et fresqueuses ici présents, peut-être que vous connaissez, mais donc le triangle de l'inaction, l'idée c'est qu'en fait, chaque acteur de la société peut renvoyer la balle vers un autre acteur. Notamment, en tant qu'individu, on peut avoir l'impression que notre action en tant qu'individu et consommateur, c'est juste une petite goutte d'eau et que ça ne se joue pas à notre échelle, mais que ça se joue à l'échelle des politiques et des entreprises. Mais en fait, si on regarde avec les lunettes des entreprises, elles aussi, elles peuvent rejeter la faute finalement sur les consommateurs en disant, mais en fait, nous, entreprises, on répond juste à une demande. Si les consommateurs n'achetaient pas, nous, on ferait différemment. Ou les entreprises, elles peuvent aussi
rejeter la faute sur les politiques et dire en fait, tant que les lois ne changeront pas, nous, on ne changera pas parce que sinon, on se tire une balle dans le pied. Et les politiques, ils peuvent très bien dire aux entreprises, finalement, c'est vous qui polluez, hein, c'est pas nous, hein, c'est dans vos mains. Et donc, en fait, si on regarde ça, un peu ce triangle de l'inaction, on voit que tout le monde se renvoie la balle de tous les côtés. Donc, en fait, aux manières de voir ça, c'est un peu, on a deux options. Soit on reste là-dedans, on continue chacun, moi je continue à justifier mon inaction par l'inaction des autres ou par le fait que c'est aux autres d'agir et de toute façon ils n'agissent pas, donc du coup j'agis pas. Soit je me demande quelles sont toutes les choses que moi j'ai dans mes mains pour déverrouiller ce triangle de l'inaction et pour l'inverser finalement, le transformer en un triangle plutôt de l'action plutôt que de l'inaction. Et donc, comment ces doigts-là, qui sont sur ce triangle, je les transforme en je te pousse en fait. Par mon action, je pousse les entreprises. Par mon action, je pousse les politiques. Et donc, en fait, déjà, en tant qu'individu, on n'est pas juste, pour moi, des individus et des consommateurs. Peut-être que vous êtes dans une entreprise ou dans des collectifs et donc, par ça, vous avez un pouvoir d'influence. Et ensuite, juste par vos comportements, vous pouvez aussi influencer des politiques publiques. Typiquement, si on est de plus en plus à prendre le vélo, je ne sais pas si vous habitez à Paris, mais moi, quand je suis à Paris en train de prendre le vélo, je me dis, ah ouais, si on continue à tous faire ça, la mairie, elle va être obligée de continuer de plus en plus à faire des pistes cyclables parce que là, juste, c'est ingérable. Et donc, en fait, voilà, comment en tant qu'individu, je peux influencer des politiques publiques, je peux influencer des choses dans mon entreprise et comment je focalise plutôt sur tous les leviers en fait, que j'ai dans mes mains plutôt que de focaliser sur tous ceux que je n'ai pas dans mes mains. Parce qu'en fait, en commençant à se focaliser sur ceux que j'ai dans mes mains, je vais me rendre compte qu'il y en a peut-être encore d'autres et que j'ai un pouvoir d'agir qui est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais qui est dans mes mains. Ça, c'est une notion. Et une deuxième, c'est se responsabiliser plutôt que de se culpabiliser. Et pour illustrer ça, je vais utiliser le graphique que vous voyez là. Donc, c'est un graphique d'Oxfam qui montre les inégalités des émissions. Donc, ce qu'il montre, c'est que la moitié de nos émissions, 49% des émissions, elles sont dues seulement aux 10% les plus riches. Alors que les 50% les plus pauvres émettent seulement 10% des émissions. Et donc, juste pour info, le SMIC français, il est en haut, là, dans les 49%, dans les 10% les plus riches qui émettent 49% des émissions. Le SMIC français, il est là-bas. Et donc, en fait, en étant dans cette frange du haut, les 10% les plus riches qui émettent beaucoup, j'ai l'impression que j'ai un peu deux façons de voir ça. Soit je me vois comme coupable, soit je me dis, en fait, ouais, je suis coupable de toutes ces émissions. Et en plus, ce n'est pas moi qui vais le subir en premier, c'est d'abord les pays pauvres. Donc, en fait, c'est les riches qui émettent et les pauvres qui subissent, pour faire vraiment très, 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 très schématiquement. Et donc, soit je me vois comme coupable de ça, et du coup, ça me pousse finalement à l'inaction et plutôt à un état d'esprit un peu négatif, soit je me vois comme responsable. Je me dis, OK, je suis dans cette frange du haut, et donc ça veut dire que finalement, j'ai un pouvoir d'agir, un pouvoir d'action qui peut avoir plus d'impact que 90% de la population. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en fait, de ce pouvoir-là? Et comment j'ai envie d'appliquer ma responsabilité par rapport à ça, plutôt que de me voir coupable. Voilà, donc c'est un peu une manière de, OK, quand je me sens coupable, est-ce que je ne peux pas plutôt me sentir responsable? Donc voilà, c'était des petits exemples pour cette étape 1, donc de la prise de conscience du pouvoir d'agir. Oui. Oui, je veux bien reprendre. Donc, pour rappel, l'intitulé de cette présentation, c'est « Explorer son pouvoir d'agir pour contribuer aux transformations écologiques ». La première étape, c'est déjà en prendre conscience. Et là, on espère, en vous ayant fait vivre ces petites expériences, plus en ayant parlé de ce qu'on vient de l'impuissance acquise et puis du triangle de l'inaction, qu'à ce niveau-là, déjà, vous avez un peu plus conscience que nous avons toutes et tous un pouvoir d'agir.
et même qui peut être un peu plus grand que ce que je pense. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi passer à l'étape suivante qui est, OK, j'ai conscience que j'en ai un, mais au service de quoi je veux le mettre? Et il y a besoin aussi de définir son cap, de mettre de la conscience là-dessus. Plus j'ai de la conscience là-dessus, plus je vais pouvoir du coup l'utiliser à bon escient. En sachant qu'un cap, c'est toujours évolutif au fil de sa vie, probablement. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des intentions, d'importance pour moi de poser ces intentions. Et donc, on va prendre un petit temps pour parler de ça. Et en fait, poser ces intentions, moi, je pense qu'il faut arriver à s'offrir le temps pour les poser. Et donc, pour se poser des questions, pour se poser cette question-là de l'intention. Donc, d'abord, comme le disait Mathieu, au service de quoi j'ai envie de mettre mon temps et mon énergie. Donc, ça, c'est une question que je peux me poser. Ensuite, je peux aussi me demander qu'est-ce qui est juste pour moi. Et donc là, ça peut être très large. Ça peut être, OK, dans ce travail-là qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi parce que mon travail fait 100% sens de travailler 50, 60 heures par semaine? Est-ce que ça, c'est juste pour moi? Peut-être pas. Est-ce que être rémunéré de telle manière, c'est juste pour moi? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Comment je peux améliorer une situation qui ne me convient pas? Si par exemple, dans mon travail, je ne me sens pas heureuse, en fait, comment je peux améliorer cette situation-là? Et améliorer cette situation-là, ça ne veut pas forcément dire déserter et quitter mon travail. Ça peut vouloir dire plein d'autres choses, en fait. Mais comment je me rends visible que là, je ne suis plus dans ma zone d'enthousiasme et qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer cette situation? Et la dernière question, c'est quel ingénieur je veux être? Et du coup, celle-là, je vous propose de vous la poser avec un petit peu le contexte derrière de OK, on est dans un monde qui décide de tout faire pour rester bien en dessous des 2 degrés, pour régénérer le vivant, pour être résilient et pour vivre dans la paix. Donc, si ça, c'est des thématiques qui vous parlent, et en fait, au vu de ça, vous, quel ingénieur vous avez envie d'être? Si vous n'êtes pas ingénieur, vous pouvez l'appliquer à votre métier. Et si vous, ce n'est pas la transition écologique qui vous parle le plus, c'est plus les transitions sociales ou démocratiques ou une autre lutte, vous pouvez aussi vous poser la question sous un autre angle. Mais donc voilà, quel ingénieur je veux être par rapport à ces enjeux-là? Et donc là, pareil, je vous invite à vous prendre quelques minutes là pour vous poser cette question-là. Et ensuite, si vous le souhaitez, nous partager la réponse dans le chat. Et pour compléter, moi, je vous invite à vous poser ces questions en imaginant le monde pas du tout avec les contraintes actuelles. Imaginez-vous dans un monde qui vraiment se donne les moyens de créer et de devenir un monde qui reste bien en deçà des 2 degrés, etc., etc. Et dans ce monde-là, en fait, qu'est-ce que vous faites en tant qu'ingénieur? Voilà, c'est ça, c'est un peu ça la question. Et puis, si vous n'êtes pas ingénieur, que vous êtes enseignant ou que vous êtes à la retraite, qu'est-ce que moi, en tant que retraité, je peux faire dans ce monde-là? Bien évidemment, utilisez votre bon sens pour essayer de vous approprier cette question. Et puis, je crois qu'en plus, il y a des personnes ici présentes qui ont fait un PAF et donc ont déjà un petit peu maturé cette question. C'est l'occasion de se remémorer, de rafraîchir tout ça. D'ailleurs, si quelqu'un a envie de partager sa réponse à voix haute, c'est avec plaisir. Un ingénieur joyeux. Yes, on reparlera aussi de la joie tout bientôt. Vous pouvez raisonner aussi, si ça vous inspire, un peu en termes de compétences. Qu'est-ce que dans ce monde-là, un ingénieur, il fait quoi ou il apprend à faire quoi? Audrey, qui est médecin et qui dit avoir plus de temps à accorder aux patients, essayer de travailler dans un centre de santé communautaire autogéré.
Ok, on a la notion d'inspiration, on a peut-être la notion d'ambassadeur, ambassadrice des enjeux. Ok, merci pour ces premières réponses. Là, l'idée, on n'est pas en train de faire une conférence sur le rôle de l'ingénieur, donc on ne va pas forcément développer à nos yeux, en tout cas nous en tant que Fertile, ce qu'on pense important d'avoir en tête, peut-être pour une personne qui est ingénieure aujourd'hui en 2022, en conscience de ces enjeux. Mais s'il y avait un message pour nous à vous transmettre ce soir, et ça c'est valable vraiment pour toute personne qui cherche à trouver sa voie au niveau professionnel, c'est de tomber amoureux de son problème et pas de sa solution. Et donc, avant ça, essayer de comprendre quels sont les différents défis qu'il y a dans la société et voir lesquels j'ai envie, par lesquels je suis attiré, en fait. Et là, c'est simplement un exemple, c'est un screenshot de Time for the Planet, eux, par rapport au dérèglement climatique. Donc, ils ont vraiment un prisme climat, sachant que le climat, c'est qu'une partie des enjeux écologiques, mais ils ont répertorié 20 défis. Et donc là, vous avez quelques exemples comment je me mets au service de la sobriété dans l'industrie. Donc, le défi, c'est augmenter la durée de vie des biens réutilisés et recyclés. Ou, autrement dit, tourner en problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des biens qui périment, qui ne sont pas réparables, etc. Ben ça, par exemple, ça se trouve en lisant ça, il y a quelque chose qui s'étend, enfin, vous sentez un élan en vous. C'est un peu ça, tomber amoureux de son problème, ça va être trouver la problématique, le défi sur lequel vous êtes capable de regarder des conférences, de lire des bouquins, où vous avez envie d'interviewer plein de personnes qui travaillent sur le sujet, et en fait, où ça vous prend très peu d'énergie. Et si vous avez trouvé ça, après, vous allez pouvoir tester plein de stratégies différentes, plein de postures différentes, alors soit en entrepreneuriat, soit ou en tant que salarié d'une plus ou moins grande boîte, et ou au contraire peut-être dans des espaces pédagogiques, etc. Dans ce cas, c'est vraiment soutenant à nos yeux, depuis notre expérience, hein. Encore une fois, esprit critique, mais c'est vraiment soutenant de raisonner comme ça pour avancer dans sa quête professionnelle. Et puis, une fois qu'en fait, j'ai identifié un ou deux défis qui m'attirent vraiment, où je sens que je pourrais me passionner de ça, et bien après, je peux passer à l'étape suivante et je vais essayer de trouver les acteurs, les organisations qui vont bosser dessus. Donc là, par exemple, il y a une plateforme développée par le Shift Project qui s'appelle Shift Your Job, où il référence par secteur, par filière même, pas mal d'entreprises, mais aussi, il y a les entreprises, il y a les collectivités, etc. Et puis, il y a aussi toute une dimension inspiration qui peut aussi m'aider à trouver la bonne posture d'engagement, encore une fois, entre entrepreneurs, intrapreneurs, peut-être aller s'intéresser aux sphères politiques, politiciennes même, puisque peut-être l'ingénieur en 2022, peut-être c'est un ingénieur aussi plus engagé en politique. À chacun de se faire sa réponse par rapport à ça. Et moi, je vous invite à aller visiter aussi la plateforme Les Pépites Vertes, surtout que ça correspond bien a priori à vos âges, les 20-35 ans. Pour compléter, moi j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont parfois dit qu'ils ne savaient pas forcément où donner de la tête pour pouvoir trouver en fait un métier engagé. Et c'est un peu ça aussi qui m'a donné envie de lancer ce parcours d'avenir fertile. Et du coup, justement, pour le parcours d'avenir fertile, j'ai fait une étude avec BL Evolution sur les filières d'avenir pour les ingénieurs. Et donc, dans le cadre de cette étude, j'ai interviewé plein d'ingénieurs qui étaient engagés dans leur métier. Donc, des personnes qui travaillent dans la rénovation du bâtiment, dans les plans vélo, des personnes qui travaillent dans la durabilité, la réparabilité, le reconditionné. Et si je vous partage ça, c'est juste pour vous dire que, en fait, moi, quand j'ai fait ces entretiens avec ces personnes-là, j'ai vraiment rencontré des personnes qui étaient juste passionnées par leur métier parce qu'ils avaient des métiers qui étaient juste remplis de sens. Et ça m'a donné énormément espoir et ça m'a presque donné envie de pouvoir vivre chacune de leurs vies parce que chacun avait l'air d'avoir un métier d'ingénieur qui était vraiment trop, trop bien. Donc, tout ça pour vous dire que, vraiment, je pense qu'il y a une
ribambelle de choses qu'on peut faire en tant qu'ingénieur avec beaucoup, beaucoup de sens et potentiellement beaucoup d'impact aussi. Ok, alors là, je vais aussi te consulter, Emma, pour des raisons de timing, parce que je vois qu'on s'étend pas mal. Peut-être que… Donc là, l'idée, c'est… Et c'était la dernière fois, le dernier moment en sous-groupe. Mais on trouve ça riche, en fait, que vous puissiez être acteur de ce temps malgré les contraintes de distanciel. Et de vous poser la question, qu'attendez-vous des 3 prochaines années de vie en termes de contribution aux enjeux écologiques? Et une façon de répondre à cette question, c'est, là encore une fois, de compléter la phrase « Je serais heureux, heureuse en 2025 si… » 3 petits points. Et puis, après, l'idée, c'était de faire un deuxième tour où là, maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour maximiser mes chances d'atteindre ce bonheur-là? Qu'est-ce que je peux me donner comme cap, comme action? Peut-être qu'on peut faire juste la première question. Qu'est-ce que tu en penses, Emma? Ou sinon, il faudra vraiment peut-être laisser 10 minutes. Ouais, non, je vous propose qu'on le fasse. Simplement, on va vous laisser, avant de vous mettre direct en sous-groupe, on vous laisse 2 minutes pour réfléchir à vos réponses à ces questions. Comme ça, vous pouvez les écrire sur un petit papier. Et dans 2 minutes, je vous partage en sous-groupe. Et comme ça, vous pourrez le dire juste en une phrase parce que vous aurez eu le temps d'y réfléchir. Donc là, voilà, vous avez 2 minutes pour vous écrire sur un petit papier les réponses à ces 2 questions. Et ensuite, vous pourrez le partager en sous-groupe. Donc, les sous-groupes, ils dureront juste 3-4 minutes, le temps que chacun puisse partager ces 2 réponses. Ouais, et j'en profite pour répondre à la question de Marine qui nous demande ce que c'est un intrapreneur. En fait, les intrapreneurs, c'est des entrepreneurs au sein d'organisations. C'est des personnes qui vont entreprendre des projets au sein d'une structure. Ok. Waouh, on est encore 38. Grenoble représente. Merci d'être encore là. Donc là, pour vous rendre visible, donc on est un petit peu… on avait surestimé notre capacité à aborder les choses vite. Du coup, là, on va faire un petit peu moins, je pense, de participatif, mais l'idée, c'est aussi de vous transmettre un peu l'ensemble des messages qu'on avait prévus. Donc là, on vient de finir la partie définir son cap. Avant, on a pris conscience qu'il y a besoin de prendre conscience que j'ai un pouvoir d'agir. Ensuite, il y a besoin de définir son cap avec quelques questions. Vous avez peut-être un petit peu touché du doigt le type de questions. Et maintenant, on va passer à la partie explorer et exercer pleinement mon pouvoir d'agir. Donc là, c'est vraiment quels peuvent être les ingrédients qui peuvent m'aider à passer à l'action. Alors, le premier ingrédient dont on va parler, enfin voilà, ça c'est l'ensemble des ingrédients. Je vais pas détailler plus que ça. Vous verrez, on reviendra sur chacun d'eux. Donc, un gros ingrédient hyper important pour nous que je vous ai introduit tout à l'heure, c'est la co-responsabilité. Donc, je vous en ai parlé dans le cadre d'une réunion, enfin dans le cadre de cette conférence, mais globalement, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans plein de choses. Par exemple, si dans un projet, vous avez l'impression que vous êtes mal organisé dans ce projet et ça vous énerve que les personnes de ce projet soient mal organisées, moi, ça m'est arrivé dans beaucoup de projets en tout cas, et bien en fait, est-ce que plutôt que de vous énerver et d'avoir envie de quitter ce projet ou juste de vous énerver, est-ce que plutôt que de critiquer ça, en fait, vous ne pouvez pas être force de proposition? Est-ce que je ne peux pas à chaque moment être force de proposition pour être en fait acteur de ce problème? J'identifie un problème, comment je peux être acteur de ce problème-là? Un autre exemple, c'est si par exemple ça m'indigne de voir que mes parents ou mes amis ne sont pas du tout conscients par rapport aux enjeux écologiques, plutôt que de m'énerver de ça et d'avoir des discussions pas forcément très fertiles justement avec eux, est-ce que je ne peux pas être force de proposition, leur envoyer des vidéos, des ressources, parce que peut-être que moi, je ne suis pas la meilleure personne pour leur apporter, pour qu'eux se renseignent et fassent leur cheminement pour qu'ensuite, derrière, je puisse avoir des discussions un peu plus fertiles avec eux par rapport à ça. Donc moi, en tout cas, cette notion-là, la notion de co-responsabilité, c'est une notion qui a pas mal fait changer ma vie parce que ça m'a permis en fait de switcher dans ma tête dans plein de situations où je pouvais être énervée de quelque chose. En fait, dans cette situation-là, plutôt que de m'énerver de ça, qu'est-ce que moi j'ai dans mes mains pour changer ça? Et une chose
une chose que je peux toujours avoir dans mes mains, si par exemple, je ne peux pas totalement être actrice de ce problème, parce que ce n'est pas vraiment tant que ça dans mes mains, quelque chose que je peux toujours faire, ou la plupart du temps, c'est juste de rendre visible. Donc, rendre visible, c'est dire les choses finalement. Un exemple pour ça, ça m'est arrivé pas mal de fois ces derniers temps dans des discussions, soit des réunions, mais même juste des discussions et des débats à table, de remarquer qu'en fait, on est trois à beaucoup plus parler que les autres et qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à prendre la parole, alors qu'elles ont sûrement plein de choses à dire et même que des fois, je vois qu'elles ont envie de dire quelque chose et juste, elles n'y arrivent pas. Et donc, je n'ai pas forcément envie de devenir la facilitatrice du repas ou du débat, ce n'est pas forcément l'espace, mais quelque chose que je peux juste faire, c'est de rendre visible, de dire, en fait, là, j'ai remarqué qu'on parlait beaucoup tous les trois et que les trois autres personnes, en fait, elles n'arrivent pas vraiment à s'exprimer. Donc voilà, est-ce qu'on ne peut pas juste tous peut-être y faire un petit peu attention? Et en fait, je ne fais pas grand-chose, juste je le rends visible, je le dis. Et des dernières fois où j'ai fait ça, je me suis rendu compte que juste de rendre visible, ça a fait que derrière, tout le monde était beaucoup plus attentif à la répartition de la parole. Et donc, les personnes qui avaient plus tendance à parler faisaient plus attention. OK, est-ce que là, vraiment, je dis ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'il y a une autre personne qui a envie de dire quelque chose quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup parlé. Donc voilà, j'ai toujours, au moins pour appliquer ma co-responsabilité, le pouvoir de rendre visible et de dire s'il y a une situation qui est désagréable pour moi. Ok. Moi, j'enchaîne avec un autre ingrédient. Alors, quelque chose qui, à mes yeux, est super important à garder en tête, c'est qu'il y a 3 facteurs essentiels qui soit bloquent, soit au contraire permettent le passage à l'action, à l'échelle collective surtout. C'est le fait de se sentir légitime. Donc là, c'est tout ce qui va consister à se dire « je suis une bonne personne pour faire ceci ». Quelque chose qui va permettre de se sentir outillé, c'est-à-dire que je suis une personne capable de. Et puis enfin, quelque chose qui va nécessiter à se sentir entouré, c'est-à-dire je ne me sens pas seul pour faire ceci ou cela. Et là, sur chacun de ces leviers, il y a des choses qui sont dans vos mains, qui sont dans nos mains pour cultiver ce sentiment de légitimité, pour cultiver le fait d'être de plus en plus capable de faire telle ou telle chose et pour cultiver le sentiment d'être entouré. Je passe tout de suite à la suivante. Quelques éléments pour cultiver sa légitimité, à mes yeux, c'est déjà d'accepter que je suis en train d'apprendre et pouvoir même le rendre visible aussi. Souvent, d'oser faire quelque chose, dire en fait, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et là, de pouvoir se sentir OK, de dire là, je suis dans une posture d'apprentissage. Des fois, ça permet de franchir un peu cet obstacle de légitimité. Il y a aussi une deuxième chose, c'est apprendre à dire « je ne sais pas ». Si j'ai confiance en ma capacité à dire « je ne sais pas » à tout moment, c'est plus facile, en tout cas pour moi, d'oser aller faire des choses sur lesquelles je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je sais qu'elles sont nécessaires d'être faites. Et aussi, une façon pour moi qui est très efficace d'essayer de passer à l'action, par exemple, là, de mettre dans la posture de je suis en train de vous faire une présentation sur la conférence du pouvoir d'agir et pourtant, je n'ai pas de diplôme d'expert, docteur en pouvoir d'agir validé par l'Institut je ne sais quoi. C'est parce que je pense que j'aurais vraiment aimé avoir, moi, personnellement, ça plus tôt dans ma vie. Je pense que j'aurais osé faire des choses que je n'ai pas osé faire et qui auraient pu me rendre service et rendre éventuellement service un peu au monde. Et du coup, je me connecte à mes sentiments. Moi, je vous invite, quand vous imaginez une action, vous vous dites, mais il y a toujours une meilleure personne que moi, vous dire, si je ne la fais pas, est-ce que je ressens de la frustration, de la colère, de la tristesse? Et vous pouvez utiliser ce sentiment comme un élan. L'émotion, ça vient de émovere, se mettre en mouvement. Ou au contraire, vous pouvez utiliser le sentiment de la joie que vous pouvez avoir d'apprendre en faisant cette expérience. Et ça aussi, ça peut vous motiver à la faire. Voilà. Et dans tous les cas, la légitimité, elle est beaucoup reliée à la notion d'estime de soi et de confiance en moi. Et ça, il y a un besoin d'un changement de regard sur soi. C'est la prochaine slide. Et je vais vous prendre un exemple que moi, je trouve très parlant
de Frédéric Bosquet qui a fait un TEDx. Lui, ce qu'il nous dit, c'est la chose suivante. Il faut penser qu'on plante des chênes et pas des glands. C'est la même chose, mais ça change tout. Beaucoup trop de citoyens aujourd'hui pensent que ce qu'ils font, ça ne vaut rien parce que c'est petit. Et ce n'est pas vrai. Si toutes les choses n'avaient pas commencé par être petites, il n'y en aurait aucune de grande. Donc, c'est très important de dire à tous ces entrepreneurs humanistes en herbe, à tous ces citoyens qui veulent entrer en transition, de leur dire non, vous n'êtes pas des glands, vous êtes des chênes. Eh bien, moi, je vous invite à avoir vraiment ce changement de regard, à considérer déjà, et vous pouvez aussi avoir l'image du projet. Non, vous ne plantez pas un gland quand vous lancez ce projet, vous êtes déjà en train de planter un chêne. Et avoir ce changement de regard-là, ça peut aussi cultiver sa légitimité. Ok, merci. Donc ça, c'était pour la partie légitimité. Je vais passer à la partie outillé. Et moi, justement, souvent, pour me sentir légitime, ce dont j'ai besoin, c'est me sentir outillé par rapport à un sujet. Je vais vous prendre un petit exemple qui peut-être vous parlera. Moi, j'ai eu pas mal de difficultés à débattre des enjeux écologiques avec ma famille, avec mes proches aussi, plus globalement. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a quand même des arguments qui reviennent souvent. J'aimerais bien pouvoir savoir y répondre à ces arguments-là et voilà, pour me sentir mieux en fait dans ces débats-là. Et donc, un jour, avec Mathieu, je lui ai proposé sur la plage, viens, ça te dit, Matt, on liste tous les arguments qu'on a l'habitude d'entendre et comment est-ce qu'on peut répondre à ces arguments de l'inaction. Parce que souvent, c'était un peu des arguments pour ne pas agir. Par exemple, le changement, il est impossible parce que les gens, ils sont trop attachés à leur confort, du coup, ça ne changera jamais. Ou la technologie, elle va nous sauver. Ou bien, mais de toute façon, la France, c'est que 1% des émissions, c'est les Chinois le problème. Et donc, du coup, nous, ça ne sert à rien qu'on agisse en tant que Français. Et du coup, on a travaillé un peu tous ces arguments-là. Et moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport au débat sur l'écologie. Et si cette situation, elle vous parle, il y a Bon Pote qui a théorisé ça en 12 discours de l'inaction. Il a fait des petites cartes avec tous ces types de discours. Et derrière les cartes, il y a des petites clés, finalement, pour y répondre. Donc, les arguments et les contre-arguments. Donc, si cette situation, elle vous parle, c'est une manière de vous outiller. Et après, bien sûr, pour s'outiller, il y a plein de manières. Il y a s'auto-former en lisant, en regardant des vidéos, mais aussi peut-être en allant faire des formations pour rencontrer d'autres gens qui ont envie de se former sur ces thématiques-là. Il y a aussi, pourquoi pas, vivre des expériences. Peut-être que vous avez fait du woofing. En tout cas, le woofing, c'est le genre d'expérience où peut-être je peux apprendre d'une manière différente. Et il y a aussi, pourquoi pas, consulter, questionner des personnes qui vous inspirent ou des personnes que vous savez engager dans leur vie. Et peut-être que ça peut aussi vous donner des clés. Voilà pour la partie outillée. Ouais, j'enchaîne juste en précisant, attention au biais que je peux avoir à vouloir lire 300 bouquins de permaculture avant de planter des carottes. Attention au biais à vouloir… la légitimité, c'est quelque chose aussi qui se construit en tant que tel. Se sentir capable de, ça aide, mais attention à ne pas tomber que dans s'outiller pour être légitime. Et moi, je vais vous parler aussi d'une dernière chose qui consiste à s'entourer. Pour moi, il y a deux choses importantes derrière ça. Il y a déjà s'entourer en conscience que l'engagement, c'est un marathon et pas un sprint, et que j'ai besoin d'espace aussi où je vais me sentir compris, où je vais pouvoir me ressourcer. Je ne suis pas tout le temps obligé d'aller, entre guillemets, sur le front ou à évoluer dans des espaces où la culture dominante n'est pas alignée avec mes valeurs, même si c'est important que j'y suis pour le changer. Et ça, j'ai des choses dans mes mains. Je peux choisir d'organiser un week-end. Je peux choisir, en fait, le temps, les personnes avec qui je passe du temps et mettre de la conscience là-dessus. Et enfin, la deuxième chose dans s'entourer, c'est que c'est important de se connecter au sentiment que je suis un maillon de toute une chaîne. Et moi, ça me fait du bien. Là, par exemple, c'est une photo de tous les alumni du PAF. On a organisé ce week-end et vraiment, à un moment, on a réparti qui travaille dans le secteur du transport, qui travaille dans le secteur du bâtiment, qui travaille. Et je trouverais ça génial de la toucher du doigt, de rendre tangible
ah ouais, moi je travaille dans le domaine de la prise de conscience, mais il y en a plein d'autres qui sont dans d'autres domaines et on a des maillons. Et moi, je mets de l'huile dans ce rouage-là, mais il y a plein de rouages où il y a des gens qui s'activent. Et ça vraiment, ça nourrit l'élan et ça nourrit en fait le fait d'explorer son pouvoir d'agir et de l'exercer. Mathieu, il vous a un petit peu parlé de s'entourer à l'échelle peut-être de votre vie. Moi, je voulais aussi vous parler de vous entourer à l'échelle d'un projet et de chercher peut-être des complémentarités avec des personnes qui vont avoir des complémentarités par rapport à vous. Nous, avec Mathieu, on travaille pas mal ensemble parce qu'on a des manières de fonctionner très différentes et qu'on considère comme pas mal complémentaires. Moi, notamment, ce qui est facile pour moi, c'est plutôt de lancer des projets. Ça va être assez facile pour moi de passer d'une idée à l'action. Toc, je la lance. Mais par contre, ça va être plus dur pour moi de faire en sorte que ce soit vraiment bien, quoi, d'aller vraiment au bout du truc, vraiment d'une version finie. Je ne suis pas très perfectionniste, en quelque sorte. Alors que Mathieu, lui, ça va être plus difficile pour lui de se lancer. Mais par contre, une fois qu'il est lancé, on ne l'arrête plus, quoi. Il y a beaucoup d'enthousiasme à améliorer, à aller vraiment dans la profondeur d'un sujet, etc. Et donc, moi, en fait, ça me sécurise énormément de travailler avec Mathieu parce que j'ai cette énergie du lancement. Et derrière, en travaillant avec lui, je m'assure qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus quali que si je l'avais fait toute seule. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que je pense qu'on n'a pas besoin d'être des super-héros en fait, pour s'engager. On peut aussi s'entourer des personnes qui compensent finalement nos faiblesses. Voilà, et donc là, une fois que je me sens légitime, je me sens outillé, je me sens entouré, il y a aussi quelque chose qui est aidant, c'est de se mettre en mode expérimentation. Dès lors, de toute façon, que je sors du constat et que je veux contribuer à adresser ces enjeux-là, il n'y a pas une solution miracle. La solution miracle, si on la connaissait déjà, elle serait probablement déjà mise en place vu les enjeux qu'il y a. Et donc, c'est accepter d'avoir 5% de réponses pour se mettre en chemin. Et là, je paraphrase Mike Horn, et de trouver les 95 autres pourcents sur le chemin. Et donc, accepter que c'est en expérimentant que je vais encore plus explorer. Le petit exemple, moi, que je veux vous donner, c'est s'il y a 3 ans, vous m'aviez dit que j'aurais cofondé Fertile, je ne vous aurais jamais cru. C'est à force de mettre en chemin en fait, sur les engagements, à force d'actionner des leviers d'action, qu'à un bout d'un moment, je me suis senti légitime et que je me suis retrouvé à lancer Fertile et que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Ensuite, il y a aussi un message que moi, je vous invite à muscler, à cultiver en vous, parce que ce n'est pas dans notre culture en France, c'est « j'ai le droit à l'erreur ». Il y a une citation, c'est en se plantant qu'on pousse. Et ça me semble aussi très important et très soutenant pour explorer son pouvoir d'agir. L'important, ce n'est pas de faire d'erreurs, c'est d'en apprendre des choses, d'en ressortir grandi à chaque fois. Et enfin, il y a une dernière clé de ça, qui est d'utiliser la méthode des prochains petits pas pour toujours être en mouvement et d'avancer à son rythme. Il y a des personnes qui vont faire, qui quand ils se mettent dans un projet, ils sont à fond, chacun est différent et tant mieux. Et les prochains petits pas, c'est une action concrète avec un ou une référente et une date limite. Et pourquoi c'est important ? Parce que derrière, tu peux passer à l'image suivante, c'est quand je me fixe des petits pas et que je reste constamment en mouvement. Je vais monter finalement comme le bonhomme à gauche, beaucoup plus haut que si je me fixais des énormes pas, c'est-à-dire par exemple me fixer, je vais aller dans mon entreprise et faire en sorte qu'elle s'engage bien plus dans les enjeux écologiques. Ça, c'est un énorme pas. Un exemple de petit pas, c'est la semaine prochaine, je me débrouille pour manger en tête-à-tête avec le responsable RSE de mon entreprise pour comprendre où ils en sont, leur point de vue, etc. Et puis après, j'aurai peut-être 2 petits pas pour me mettre en mouvement. Et comme ça, je vais bien plus loin. Voilà, la notion des PPP, de ce qu'on appelle. Et ça, pour moi, c'est pareil. C'est un truc qui a un peu changé ma vie, où j'essaye en fait d'appliquer tout le temps. Par exemple, des fois, ça m'arrive d'avoir une conversation un peu enflammée avec quelqu'un. On part dans des débats super intéressants par rapport à quelque chose. Par exemple, vu que je pense qu'il y a pas mal d'animateurs de la fresque du climat, je vais prendre cet exemple-là. Par exemple, le débrief de la fresque du climat, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées, etc., etc. On en parle pendant des heures. Et en fait, à la fin, on peut repartir. Et en fait, juste, on n'a rien fait. On a parlé pendant 1 heure. Mais quelque chose que je peux faire à la fin de cette discussion et que j'essaie maintenant de m'appliquer tout le temps, c'est OK, en fait, on a eu toute cette discussion. Qu'est-ce que du coup, quel prochain pas on se fixe
pour faire en sorte que cette discussion qu'on a eue et que toutes les choses qu'on s'est dit dans cette discussion, elles soient fécondes, elles soient fertiles, elles servent à quelque chose derrière. Donc, par exemple, par rapport à ce débrief de la fresque du climat, est-ce que je ne pourrais pas aller en parler à quelqu'un, par exemple, à n'importe qui, aller en parler à quelqu'un d'autre pour lui donner des idées pour son débrief de la fresque du climat. Voilà, enfin, quelle action je peux enclencher par rapport à cette chose dont on a parlé pendant X heures. Ensuite, on voulait vous parler de 5 manières qu'on peut voir comme complémentaires d'explorer son pouvoir d'agir. Il y en a peut-être certaines sur lesquelles vous allez vous reconnaître et d'autres moins. Et c'est juste pour dire, en fait, il y a plein de manières d'aller explorer son pouvoir d'agir et chacun peut voir dans lequel il se sent un peu le mieux. Et pour donner un petit exemple, imaginons, désolée, j'ai beaucoup d'exemples avec la fresque du climat parce que c'est très présent dans ma vie. Imaginons que je suis un salarié en entreprise. J'ai envie de mettre du sens dans mon travail. Je commence à être un peu conscient des enjeux écologiques et j'ai envie de mettre du sens dans mon travail. J'ai plusieurs manières de faire. Déjà, je peux me renseigner par rapport aux enjeux. Donc, je peux faire une fresque du climat. Une fois que j'ai fait ça, je peux me dire, OK, maintenant, j'ai envie de faire savoir ça à plus de personnes. Donc, une deuxième action que je peux faire, c'est devenir animateur de la fresque du climat pour ensuite animer cet outil à plein d'autres personnes de mon entreprise pour leur donner envie d'agir à eux aussi. Et ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est de faire avec ces personnes-là, peut-être que je vais avoir rencontré grâce à cette animation de fresque, peut-être que je vais pouvoir activer des leviers d'action directement dans mon entreprise. Donc, je vais pouvoir faire. Et ensuite, une fois que j'ai activé tous les petits leviers dans mon entreprise, est-ce que je peux faire à mes partenaires finalement? Est-ce que mes clients aussi, je ne peux pas leur faire des actions? Est-ce que mes sous-traitants ou mes fournisseurs, je ne peux pas aussi impulser des actions chez eux? Et donc, ce n'est pas forcément dans le sens que j'ai dit là, ça peut être dans n'importe quel sens, mais s'il y a un des endroits où j'ai l'impression que je n'ai pas de pouvoir d'agir, est-ce que ce n'est pas en faisant savoir dans mon entreprise que je peux faire quelque chose? Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, Mathieu. Oui, je voulais compléter. Bon, déjà, désolé, on va finir avec 10 minutes de retard. On fait au mieux. Et je voulais compléter que ces 5 actions, donc elles sont complémentaires et je peux choisir d'agir à tous les niveaux par rapport à ça. Déjà, c'est important de les combiner à mes yeux. Peut-être pas tous, mais d'en combiner. Et surtout, de les bonifier par un savoir-être. C'est-à-dire que la même action, je peux la faire d'une manière qui soit jugeante, culpabilisatrice, etc. et qui ne va pas du tout inspirer. Ou je peux la faire d'une manière avec une posture bien plus adéquate, bien plus dans l'ouverture, dans la coopération. Et ça va démultiplier les choses que je vais mettre en place. D'où l'importance de travailler et d'agir aussi sur son savoir-être. Nous, on le met vraiment dans le rôle d'action, de cultiver et de muscler son savoir-être et de prendre le temps de se former là-dessus aussi. Voilà ce que j'avais à ajouter. Et toujours un peu dans cette optique de savoir-être, quelque chose qui nous parle beaucoup, nous, à Fertile, c'est de dire comment, en fait, je peux incarner les choses que je prône. Il y a cette phrase qui me parle pas mal, nos actes parlent plus fort que nos mots. Un petit exemple pour illustrer ça de la vie courante. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être avec plein d'amis et vous avez rendez-vous à une heure précise quelque part. Et les autres, ils ne regardent pas spécialement l'heure et vous la regardez et vous répétez « faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, on y va, il faut qu'on y aille ». Et en fait, ça ne marche pas trop. Mais si, juste, vous prenez une personne et vous y allez avec cette personne en disant « on y va, c'est l'heure ». En fait, ça marche beaucoup mieux parce qu'en fait, vous impulsez, vous incarnez ce que vous êtes en train de dire. Vous ne dites pas « on y va » et en même temps, vous commencez une autre discussion. Donc voilà, juste pour dire que je crois que nos actes parlent plus fort que nos mots. Et donc ouais, agissons plutôt que de dire qu'il faut agir. Eh bien, justement, ça, on passe, Emma. Mais là, on vient de vous passer tous les ingrédients pour
agir, exercer son pouvoir d'agir. Parce que c'est bien beau d'en prendre conscience, c'est bien beau de définir son cap, mais au bout d'un moment, il faut l'explorer et l'exercer. Et d'ailleurs, voilà, c'est un résumé, comment je deviens acteur de chaque situation, je me sens co-responsable et je cultive et je mets en place des choses pour me sentir légitime, outillé, entouré. Je cultive aussi mon mode expérimentation. Et enfin, comment je peux mobiliser 5 leviers qu'on vient de vous expliquer. Voilà, pour ça, il reste une dernière étape. Parce que si j'agis, mais que je ne m'inscris pas dans la durée et que je ne fais pas en sorte, nous, on utilise le verbe rayonner, mais attention, ce n'est pas apprendre avec je sais pas, une prétention ça, mais si je ne fais pas en sorte d'être bien avec moi-même, en gros, et je vais embarquer personne. Et or, les enjeux nécessitent d'agir et que ce soit le plus large possible. Donc là, on va essayer de vous expliquer, c'est vraiment la fin, quelques petites choses pour s'inscrire dans la durée et rayonner. Donc, la première chose, le premier message, c'est prendre soin de soi. Là, on vient de vous parler, ouais, il faut passer à l'action, etc. Oui, mais prenez soin de vous là-dedans. C'est un marathon, pas un sprint. Moi, je rêve de vous voir plutôt dans 10 ans, après avoir eu cette conférence, après toutes les expériences que vous avez faites qui vous ont amené déjà ici et ce que vous allez faire plus tard. Dans 10 ans, votre pouvoir d'agir, il sera énorme. Mais si vous êtes crevé, vous ne pourrez absolument pas le mettre en œuvre et ce serait bien dommage. Et donc, pour ça, il y a quelque chose qui aide, c'est accepter de faire des choix dans sa vie d'acteur, d'actrice du changement. Et c'est à quoi je dis oui quand je dis non. Voilà. Et pour accepter de faire des choix, parfois, ça peut être sympa de se rappeler, ah ouais, en fait, je fais partie d'un maillon d'une chaîne, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Et c'est OK si je ne peux pas agir sur tous les secteurs, agir sur tous les leviers. Je décide quel est le maillon où moi, j'ai envie de vraiment mettre toute mon énergie. Et dernière chose, avant de lire cette très belle citation, c'est attention à la posture de sauveur. C'est pas le sort du monde ne repose pas sur mes épaules. C'est pas je dois absolument m'engager parce que là j'ai vu une conférence sur le pouvoir d'agir. C'est je peux m'engager. Et puis si vous le faites, c'est que ça vous rend service quelque part. Et n'oubliez pas d'avoir justement, tu peux afficher la citation, Emma. D'avoir la force de changer ce que tu peux changer, le courage d'accepter ce que tu ne peux pas changer et la sagesse de distinguer les deux. Merci Marc Aurèle. Donc prenez soin de vous, s'il vous plaît. Donc la deuxième chose, après prendre soin de soi, c'est cultiver la joie. Et je continue avec une petite citation par rapport à ça. Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous ce qui vous rend vivant. Parce que le monde a besoin de gens vivants. Moi, cette phrase, elle me parle beaucoup parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis un peu dans un cercle vertueux où en fait, plus je vais agir, plus ça va me rendre heureuse. Et plus je suis heureuse, plus j'agis bien en fait. Plus j'ai envie d'agir, plus du coup je vais avoir de l'impact. Et plus j'ai de l'impact, du coup, plus ça va me rendre heureuse. Et en fait, si je suis heureuse, j'ai encore envie d'agir. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et donc en fait, moi, j'essaie de ne pas me culpabiliser de c'est pas parce que on vit dans un monde où il y a des choses qui sont assez graves qu'on n'a pas le droit de la kiffer, en fait, notre vie engagée, de vraiment la kiffer. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'on est nombreux dans ce petit monde de la transition à vraiment l'aimer, cette vie. Et pour moi, ça ne doit pas être un tabou. On peut être engagé et joyeux. Même souvent, j'ai l'impression que ça va ensemble. Ensuite, vas-y. Je vous invite à voir comment, quand vous avez envie de transmettre un message, vous pouvez chercher à donner envie aux personnes plutôt que de culpabiliser par rapport à quelque chose. Donc, notamment en ayant un peu, si vous, votre engagement, il vous rend joyeux, n'hésitez pas à le montrer et à le partager parce que ça peut donner envie, si vous êtes heureux dans vos engagements, de s'engager aussi. Plutôt qu'en fait de culpabiliser. Parce qu'en fait, finalement,
en donnant envie, on peut inspirer, le changement. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du vélo, parce que moi, à Paris, un truc qui me rend vraiment malheureuse, c'est de prendre le métro et de voir les mines déconfites des gens dans le métro le matin à 7h30 du matin. Alors que prendre le vélo, c'est vraiment un truc qui, le matin, me donne la pêche, en fait. Et donc, en partageant ça, ça peut donner envie à d'autres personnes autour de moi de faire du vélo aussi. Et donc, en fait, en faisant ça, j'agis là aussi dans un cercle qui est vertueux parce qu'au final, je prends mon vélo, donc je participe au fait qu'il y ait plus de vélos. Donc, je donne peut-être envie à plus de personnes de prendre le vélo. Et plus il va y avoir de vélos, plus ça va être sécurisant de faire du vélo. Plus la circulation elle va ralentir, plus les voitures elles vont faire attention au vélo. Et donc, finalement, plus il y a de vélos. Et donc, ça, c'est une petite infographie que j'aime beaucoup de BL Evolution qui explique, en fait, plus il y a de vélos, plus il y a de vélos. Et donc, je trouve que ça illustre bien comment, en fait, on peut avoir de l'influence, finalement, par nos actions individuelles et comment on peut rayonner et inspirer. Et ça peut avoir de l'influence à une échelle bien plus haute que nous. Ok, c'est la fin, promis. Voilà, je vous remets la définition du pouvoir d'agir. Donc, ça définit notre capacité à se mettre en mouvement pour influencer une situation vers plus de justesse pour moi, en faisant de mon mieux avec ce que j'ai dans mes mains. Merci pour avoir tenu jusque-là. Il ne nous reste plus qu'à vous poser la question, avec quoi vous repartez de ce temps? Vous pouvez nous partager dans le chat quelques mots et après, il y aura, pour celles et ceux qui ont encore l'énergie, nous, on reste disponible pour des questions, bien évidemment.